Alors, je poursuis cette discussion sur la crise canado-américaine avec l'analyste politique Geneviève Tellier, parce que c'est bel et bien une crise. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir, Catherine. Alors, le Canada a obtenu ce sursis d'1 mois, mais à certaines conditions, a annoncé des mesures à la frontière, par exemple, etc. Est-ce que c'était la bonne façon de faire? Je pense qu'on n'avait pas le choix, même s'il faut y aller, comme on dit, en se pinçant le nez, là, des fois. Est-ce qu'on pouvait prendre le risque de dire on refuse des conditions, puis on va y aller avec les tarifs à 25 %? Les enjeux sont vraiment énormes et il faut essayer de calmer le jeu. On a eu un sursis. Ça ne veut pas dire que la partie est gagnée, effectivement, mais au moins pendant ce temps-là, on peut continuer à faire le travail pédagogique auprès de l'administration américaine. Puis en même temps aussi, mieux planifier la suite des choses. Je pense qu'il y a un débat qui commence à émerger au Canada, qui est cette dépendance par rapport aux Américains. Espérons, ça c'est un souhait, espérons qu'on va être capable de commencer à envisager les choses pour le moyen et long terme. Donc, pas juste d'être dans l'immédiateté, l'instant immédiat, pardon, mais de dire, oui, très bien, voici la menace importante, ça aurait pu être catastrophique, oublions-la pas et continuons à essayer de trouver des solutions pour justement se protéger, là, parce que ça pourrait arriver dans 1 mois. Si c'est pas dans 1 mois, ça va arriver quoi? Dans 6 mois, une nouvelle administration, on voit vraiment jusqu'à quel point on est vulnérable. Oui, et s'il y a une chose qu'on sait, s'il y a une chose qu'on peut prédire, c'est que ça, c'est très difficile à prédire. Voilà. Il y a des gens qui parlent d'un électrochoc pour le Canada. Est-ce que ça va changer un peu notre façon d'être? Est-ce que ça va changer complètement nos façons de faire, par exemple? J'ose espérer que oui, mais je suis pas convaincue encore que ça va être le temps. Ça va être le cas parce que on agit, on est très réactif. On agit quand la situation le demande. Il y a urgence, il y a une crise. Mais une fois que la crise est passée, on a tendance à l'oublier assez rapidement. Je vais vous faire un parallèle avec la pandémie, par exemple. Quand on a connu la pandémie, crise majeure, on s'est dit partout, il faut revoir le système de santé, c'est croche, ça fonctionne plus. Puis on n'a pas l'impression qu'on a tiré toutes les leçons de la pandémie puis que là, on est en train de mettre en place les mesures qui s'imposent. J'ai peur qu'avec la question des tarifs douaniers, ça soit encore la même chose. C'est-à-dire que, oui, on a vu la crise, mais maintenant qu'on a eu un peu la paix, pourquoi faire des efforts, puis en temps, en argent, alors que si on retourne à nos vieilles habitudes, ça va être comme d'habitude. Et j'ai peur que cette mémoire-là ne soit pas là. Par contre, oui, je pense que où ça l'a changé, c'est dans l'attitude des Canadiens. Oui. C'est là qu'on voit un changement. L'électorat canadien ou la population canadienne plus unie, alors on dirait qu'on a trouvé l'ennemi commun. L'ennemi n'est plus à l'intérieur du pays. Avant, on disait l'Est du Canada versus l'Ouest, ou les séparatistes, les fédéralistes. On trouvait un prétexte. On était dans un autre monde. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on parle de monde. Oui, alors le monde, là, on s'est tourné vers l'extérieur et il y a une menace commune qui vient de l'extérieur. Puis, ça nous amène, nous, individuellement, à repenser nos choix. Puis, collectivement, peut-être que là aussi. Alors, s'il y a un changement qui est pour arriver, je pense qu'il va arriver de la base. Ça va être les gens qui vont dire à leurs représentants, à leurs élus, vous savez, nous, on veut que les choses changent. On va vous appuyer si vous allez dans telle direction. Et ça serait nouveau. C'est peut-être comme ça que le changement viendrait. On s'est trouvé un adversaire commun. Est-ce qu'on s'est trouvé peut-être une identité commune aussi, comme pays, qui des fois est un peu floue? Oui, puis c'est intéressant parce que on retourne il y a 20 ans, par exemple, quand on disait c'est quoi l'identité canadienne, on disait la santé. Il n'y avait aucune question sur ça. Tout le monde répondait la même question, la même réponse. Bien, on peut pas dire que dans les 10 dernières années qu'on est vraiment fiers de notre système de santé et c'est plus un facteur vraiment distinctif par rapport aux Américains. Et là, peut-être que oui, on vient de se trouver une autre identité. On n'est pas le 51e État. Alors déjà, c'est comme ça vient de nous rapprocher. Et on se dit, on a quelqu'un qui est imprévisible, qui nous traite mal, on mérite un meilleur respect et donc on semble avoir gagné, on s'aime davantage, c'est-à-dire qu'on prend soin plus de nous puis on se dit non, on doit être bien traité et la fierté est devenue importante. Ouais. Et ça pourrait être un changement. Parce qu'on était des bons voisins, parce qu'on était des bons alliés, parce que là, quand même, on a 1 mois devant nous pour décider de ce qui doit être fait dans la mesure du possible. Qu'est-ce qui devrait être fait en priorité? Quelles devraient être les priorités du gouvernement en ce moment-ci? Nous préparer. Commencer à développer des plans. Comme là, on entend la frontière. Alors, oui, ça, c'est la priorité. M. Trump veut sans doute des résultats. Alors, d'ici 1 mois, on a 1 mois pour lui montrer des résultats, lui dire, regardez les chiffres, ça l'a baissé. Regardez les effectifs qu'on a mis à la frontière, ça l'a baissé. Parallèlement à ça, le gouvernement peut faire autre chose. Il y a la question des dépenses en défense qui va aussi devenir un enjeu important. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à préparer des scénarios? On entend un peu les inquiétudes de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui commence à dire ouvertement, oui,
il faut se préparer, le monde est incertain, il faudrait peut-être dépenser. Donc, aussi, le gouvernement aurait des devoirs à faire sur ce front-là. Puis l'autre chose, ça serait pas le gouvernement, mais je pense que ce serait tout le monde, surtout les milieux d'affaires, eux aussi, commencer à faire pression. Je pense que c'est ça qui était le déclencheur qu'on a vu en fin de semaine où M. Trump a changé d'idée, c'est quand les milieux d'affaires ont commencé à parler à M. Trump et lui dire, voici les conséquences. Je vais perdre beaucoup d'argent là avec le boycott ou d'autres décisions d'affaires des Canadiens. Et ça semble être la carte. Il ne faut pas penser que M. Trump va nous écouter. M. Trump va écouter les Américains. Et donc, si on peut influencer les Américains qui ensuite peuvent faire un travail pédagogique avec M. Trump. Parlons aux Américains. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que cette crise-là risque d'influencer l'électorat, l'électeur moyen, dans ses choix? Il y a une campagne fédérale qui s'en vient. Il y a une campagne électorale en Ontario en cours. Comment ça risque de se traduire? Moi, je pense que ça vient de tout changer. Ça vient d'être la question qui a remplacé toutes les autres questions. Vous avez beau parler de programmes sociaux, par exemple, M. Trudeau avec son bilan. Vous avez beau parler de la taxe carbone avec M. Poilievre. C'est fini, on n'en parle plus. On a une menace commune qui est nos relations avec les Américains. C'est une question identitaire, c'est une question économique, c'est devenu même une question politique et ça prend l'importance. Donc, tout est maintenant concentré sur ça. Puis, en période de crise, les Canadiens vont essayer de trouver c'est qui la meilleure personne pour nous passer à travers cette crise-là. Ça vient changer aussi les perspectives, c'est-à-dire qu'on est plutôt enclin à aller vers le changement quand on n'a pas trop de crise. On est prêt à essayer des choses. Un parti politique qu'on ne connaît pas trop, oui, on est prêt à lui donner une chance. Mais là, avec cette crise-là, est-ce qu'on veut prendre une chance avec l'inconnu? On aime mieux aller avec la certitude. On l'a vu beaucoup pendant la pandémie, quand il y a eu des élections provinciales. Les premiers ministres ont été à peu près tous réélus parce que, justement, on était à l'aise avec leur façon de faire. Donc, ça va rendre les choses plus difficiles pour tous les partis d'opposition. Ça l'aide, le Parti libéral, très certainement. Quoique, on est en course. Il y a une course à la chefferie. On verra qu'est-ce qui se dessine par la suite. Mais ça aura une influence sur aussi la direction du parti, le choix du chef du parti, j'imagine. Mais en même temps, je me demande si c'est pas bonnet blanc, blanc bonnet, dans le sens que peu importe qui va être élu, les enjeux vont être les mêmes, puis le parti va répondre à peu près de la même façon. Alors, ça va peut-être être le messager, peut-être, qui va être plus important de la façon dont le message est porté, mais les politiques, à mon avis, vont être sensiblement les mêmes. Regardez, à part ça, l'unanimité des provinces, comment à peu près toutes les provinces ont réagi de la même façon et ont proposé les mêmes choses. On sent qu'on va être dans cette unité-là et que les solutions, il n'y en a pas 10 000, il y en a quelques-unes. On va prendre celles qui sont les plus pertinentes, puis c'est celles-là qu'on va mettre en place. Rapidement, en terminant, ça va avoir une influence aussi sur l'élection, peut-être, de M. Ford, lui qui se présente un peu comme le Monsieur Canada dans cette crise-là. Oui, pour l'instant, ça fonctionne. On est rassurés par ce qu'il a proposé. Les sondages n'ont jamais été aussi favorables pour M. Ford depuis 2018. Alors, pour lui, ça va très bien. Depuis une semaine que les élections sont déclenchées. Geneviève Tellier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.